Bonjour tout le monde! Me revoilà parmi vous pour vous parler de nouveaux sujets qui font actuellement fureur en Europe. D'ailleurs, vous avez dû le deviner avec mon introduction. Comme vous le savez, on ne passe pas un seul jour sans lire dans les médias occidentaux des articles qui accusent le président turc Erdogan d'être un dictateur ou encore un islamiste qui rêverait de recréer l'Empire ottoman ou qui serait un ennemi du monde chrétien. Je vais donc essayer de vous expliquer dans cette nouvelle vidéo pourquoi le président Erdogan est loin d'être un dictateur, mais aussi un islamiste dangereux pour les pays européens. Commençons par définir les termes dictateur et islamiste. Le dictionnaire Larousse définit le dictateur comme une personne qui, à la tête d'un État, détient tous les pouvoirs, les exerçant sans contrôle et de façon autoritaire, un autocrate. La deuxième définition que le dictionnaire nous propose pour le dictateur, c'est une personne autoritaire qui impose son point de vue et sa manière de vivre aux autres, un tyran, un despote. Et comment donc on définit le terme islamiste? Il s'agit d'un partisan de l'islamisme étant un mouvement qui mêle politique et religion et qui préconise l'application des lois islamistes. Alors pourquoi cette description ne correspond pas du tout au président Erdogan? Parce que premièrement, le président Erdogan et son parti politique dont il est le cofondateur, donc le Parti de la Justice et du Développement ou l'AKP au pouvoir en Turquie depuis 2002, ont toujours remporté la victoire dans le pays dans le cadre d'élections libres et démocratiques. Certains vont me dire maintenant que ça fait trop longtemps qu'Erdogan est au pouvoir, mais je leur rappelle que c'est le choix du peuple et que d'ailleurs, même dans une démocratie comme l'Allemagne, Angela Merkel est chancelière depuis 2005. Deuxièmement, Premier ministre de 2003 à 2014 et ensuite président de la République de Turquie depuis 2014, Erdogan a toujours fait recours aux moyens les plus démocratiques pour demander l'avis de son peuple sur les sujets les plus importants. Par exemple, depuis la fondation de la République de Turquie en 1923, il y a eu au total 7 référendums et parmi ces 7, les 3 ont eu lieu sous le pouvoir de l'AKP en 2007, en 2010 et en 2017. D'ailleurs, Erdogan est vraiment connu pour appuyer son pouvoir et sa légitimité sur la volonté du peuple avec lequel il a construit un lien de dialogue exceptionnel. Je rappelle que même dans une démocratie comme la France, les gouvernements font très souvent recours à l'article 49.3 de la Constitution quand ils font face à un mécontentement populaire. Par exemple, dernièrement, ça a été le cas pour faire passer la réforme des retraites malgré des grèves et des manifestations qui ont eu lieu dans l'ensemble du pays contre cette réforme. Troisièmement, certains pensent que l'opposition est faible et que sa voix est constamment étouffée en Turquie alors que c'est totalement faux. Nous voyons une opposition forte en Turquie avec une presse opposition qui a la liberté de critiquer assez sévèrement certaines actions d'Erdogan. Pour être honnête, même dans les pays européens les plus démocratiques, il est presque impossible de constater un tel degré de critique sévère contre le gouvernement dans les médias, dont la plupart sont d'ailleurs directement financés par l'État. En plus, lors des dernières élections municipales en Turquie, l'AKP a perdu de grandes villes comme Istanbul, Ankara, Antalya et Adana, ce qui prouve encore une fois l'existence et le bon fonctionnement de la démocratie en Turquie. Le quatrième point que je peux évoquer, c'est au contraire avec Erdogan que la Turquie a fait un pas de géant vers la démocratie. Avant l'arrivée au pouvoir de l'AKP en 2002 en Turquie, l'armée, garante de la laïcité dans le pays, intervenait régulièrement dans le domaine politique avec des coups d'État. Il y a eu 3 coups d'État particulièrement brutaux dans le passé en 60, 71 et 80 et un mémorandum militaire en 97 qui a contraint le gouvernement turc de l'époque à démissionner. Avec le référendum de 2010 et le soutien du peuple, Erdogan a réussi à interdire l'intervention de l'armée dans la politique en recentrant son rôle dans le domaine purement militaire. En plus, contrairement à ce que les médias occidentaux prétendent, depuis 2002, Erdogan a grandement étendu les droits des minorités dans le pays. Par exemple, il a accordé plein de droits à la minorité kurde du pays. Depuis 2012, l'enseignement du kurde a été introduit dans le système éducatif public, permettant aux élèves scolarisés en 5e et 6e année de le choisir comme langue optionnelle. Les restrictions liées à la langue kurde ont été abandonnées et une chaîne nationale diffusant entièrement en kurde, TRT Kurdi, émet depuis 2009.
Erdogan est également à l'écoute et au service des minorités chrétiennes et juives du pays. C'est un événement inconnu de l'opinion publique occidentale, mais celui qui est qualifié constamment d'islamiste a été le précurseur d'un événement historique dans le pays. En effet, il a inauguré en août 2019 une église syriaque qui est le premier édifice du culte chrétien construit dans l'histoire moderne de la République turque. Lors de l'inauguration, il a dit une phrase historique. « N'oubliez pas, ce pays appartient à tout le monde ». Il a également permis la restauration de différentes églises, synagogues et monastères dans le pays. Un exemple majeur parmi tant d'autres, c'est celui de l'église bulgare Svetý Stefan d'Istanbul, décrite d'ailleurs comme la seule église de fer au monde. Pour sa restauration, la municipalité d'Istanbul de l'époque a dépensé 15 millions de livres turcs. Cinquièmement, pour venir au sujet de l'islamisme d'Erdogan, c'est aussi totalement faux, puisqu'Erdogan n'a jamais remis en question la laïcité de la République turque. Il n'a jamais imposé un mode de vie ou des lois islamiques dans le pays. Il suffit de voyager en Turquie pour observer soi-même la grande liberté dont les citoyens turcs jouissent dans leur mode de vie, leur tenue vestimentaire ou encore leurs habitudes alimentaires. Dans ce pays à majorité musulmane mais laïque, on peut tout à fait voir des femmes voilées à côté des femmes avec des mini-jupes ou encore des bars et des boîtes de nuit où les gens consomment de l'alcool librement. Tout le monde est libre dans ses choix en Turquie, il faut le savoir. Par contre, un point important à souligner, c'est qu'Erdogan n'a jamais caché le programme conservateur de son parti politique, mais ça fait aussi partie de la démocratie. Comme on peut voir en Europe des partis démocrates chrétiens, on peut aussi tout à fait concevoir le même modèle de parti politique qui s'inspire des valeurs musulmanes. Une des forces d'Erdogan a d'ailleurs été d'étendre les droits des femmes voilées dans le pays qui avait déjà subi de nombreuses injustices et discriminations dans le passé. Mesleğinizi uygularken ya da özel yaşamınızda bilimin kılavuzu dışında hiçbir kılavuz tanımayacağım. Ben şu okulun öğrencisi oluyorum. Bir okul birincisi olduğum halde bu terene katılmama müsaade edilmedi. Konuşmaya hakkı yok. Serpil lütfen. Hayır, Serpil'e de yakışmıyor. Söz vermiştim. Serpil'e de yakışmıyor. Sous le pouvoir de l'AKP, l'interdiction de porter le voile a progressivement été levée dans les universités, la fonction publique et enfin la police. Enfin, vous allez me dire, mais beaucoup d'opposants aux journalistes sont emprisonnés en Turquie et d'après nos lectures dans les médias occidentaux, Erdogan a un problème particulier avec les Kurdes. Sur ce point aussi, il y a une grande désinformation et une manipulation puisque le contexte en Turquie n'est pas expliqué comme il faut dans les médias occidentaux. Si la Turquie jouit d'une grande démocratie, d'une grande liberté, elle est aussi malheureusement la cible de nombreuses organisations terroristes et tentatives de déstabilisation interne et externe en raison de situations géographiques. La Turquie combat activement dans le pays et à l'étranger, dont notamment en Syrie, l'organisation terroriste PKK, responsable de la mort de 40 000 personnes depuis 1984, mais aussi Daesh et l'organisation terroriste FETÖ, qui est à l'origine de la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. Dans une telle atmosphère de menace contre la sécurité et la paix intérieure ainsi que l'intégrité territoriale du pays, l'État turc prend de nombreuses mesures exceptionnelles pour traduire en justice tout individu incitant à la haine et faisant l'apologie du terrorisme dans le pays. Vous pouvez bien comprendre que vu ces particularités internes de la Turquie, il serait totalement erroné de comparer ce pays avec d'autres pays qui ne sont pas confrontés au même type de menaces, risques et dangers. Comme on peut par exemple le voir lors de l'état d'urgence dans les pays européens, les menaces sécuritaires nécessitent toujours des mesures exceptionnelles pour assurer la paix et la sécurité publique. Encore une fois, sur ce point aussi, si Erdogan est intransigeant envers les groupes terroristes et leurs partisans,
ça ne fait pas de lui un dictateur, mais au contraire un bon président qui protège simplement les intérêts de son pays et de son peuple. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous ai brièvement expliqué pourquoi on ne peut pas qualifier le président Erdogan de dictateur islamiste. Ici, je ne cherche absolument pas à glorifier Erdogan en le présentant comme un président sans défaut, puisque tout homme politique peut avoir des défauts, mais j'essaie juste de vous expliquer pourquoi le qualifier de dictateur islamiste est totalement caricatural et injuste. Dans ma prochaine vidéo que je vais diffuser la semaine prochaine, je vais d'ailleurs vous expliquer les raisons d'une telle diabolisation d'Erdogan et d'un tel acharnement contre lui dans les médias occidentaux. En attendant, prenez bien soin de vous en ces jours difficiles. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Je vous dis donc à la semaine prochaine.